Donc, premièrement, bienvenue à ceux qui sont là. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter là, au cours de la présentation. Je vais me présenter rapidement, puis ensuite, on va discuter un peu là, de comment la présentation va se dérouler. Donc, premièrement, mon nom, c'est Christine Lévesque. Je suis psychiatre à l'hôpital Montfort, au département de santé mentale là, depuis la fin de mes études en 2017. J'ai débuté ma résidence avec l'Université d'Ottawa en 2011 en psychiatrie, moment où j'ai quitté là, ma province natale du Nouveau-Brunswick. En plus de mon travail clinique, je suis également impliquée là, au niveau administratif comme chef de département là, de la santé mentale à Montfort. Puis avant tout ça, je suis aussi mère de 2 petits garçons, puis de 5 ans et de 2 ans, puis un troisième petit garçon en route là, qui va arriver là, dès janvier 2021. Donc, si pendant la présentation, je suis un peu essoufflée, c'est pas parce que je parle, j'espère que c'est pas parce que je parle trop rapidement, mais c'est vraiment parce que j'ai une bedaine assez grosse là, à l'instant. Donc, ça, c'est qui je suis. Je voulais juste, aujourd'hui, la présentation, c'est vraiment autour des troubles de personnalité, mais plus précisément de celui que je pense qu'on fréquente le plus souvent et qui nous donne probablement un petit peu plus de difficultés par moment, qui est le trouble de personnalité limite. Donc, la présentation est surtout ciblée pour les professionnels de la santé autres que les psychiatres, je vous dirais, donc surtout pour les médecins de famille, en fait, que j'avais fait ça initialement. Si, en cours de route, là, je vois que toutes les caméras sont fermées. Si jamais ça vous tente d'ouvrir vos caméras, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Moi, j'aime ça vous voir, là, comme ça me permet... bonjour, je vois déjà des petites caméras qui s'ouvrent. Donc, c'est vraiment à votre choix. Là, je comprends, des fois, on fait autre chose en même temps. On mange. Si vous voulez la fermer, il n'y a pas de trouble, mais si vous voulez la garder ouverte, ça me fait plaisir. J'ai mis, comme je vois qu'il a été mentionné là, dans le chat, la présentation, le PowerPoint va vous être envoyé après la présentation, donc vous allez avoir accès à ça. J'y ai mis sur la première page mon adresse courriel. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas abordées ou qu'on n'a pas eu le temps d'y passer, bien encore là, gênez-vous pas là, de m'envoyer un petit courriel si vous avez des questions. Moi, comme je disais, j'aime bien l'interaction, j'aime bien interagir au cours de la présentation, donc n'hésitez pas de soit écrire votre question par le chat, puis j'ai Géraldine qui est avec nous aussi qui va m'aviser si il y a une question par le chat, ou sinon, n'hésitez pas d'ouvrir votre caméra, de m'interrompre. Je ne le prendrai vraiment pas personnellement, ça va me faire plaisir si vous m'interrompez pour qu'on puisse discuter davantage. Donc, avec ça, on va tranquillement commencer. Je vais m'assurer que ça fonctionne. OK. Donc, juste la première diapo, c'est juste pour mentionner que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Puis, j'ai juste mis un dernier point là, pour dire, je pense que c'est l'un des points importants quand on parle de troubles de personnalité, qu'il n'y a aucune médication approuvée pour le trouble de personnalité limite. Puis tout ce qui va être recommandé aujourd'hui d'un point de vue pharmaco est principalement off-label. À la fin de la session, je vais vous dire ce que mes buts à moi, puis j'espère que c'est les vôtres aussi, c'est que vous pourrez décrire certaines stratégies pour gérer le trouble de personnalité limite. Quand vous voyez le TPL, là, c'est vraiment pour le trouble de personnalité limite. Dans un bureau de médecine familiale occupé, décrire les approches thérapeutiques brèves là, que les médecins de famille peuvent utiliser avec leurs patients. Puis aussi, je vais tenter de vous aider à gérer certaines des grosses problématiques là, dont des fois, je pense que nos patients ont tendance à parfois prendre contrôle de la visite. Donc, comment reprendre le contrôle de la visite, puis comment prévenir l'épuisement avec des patients qui peuvent être parfois complexes et difficiles. Parfait. Donc, au cours de la présentation, j'utilise des cas. Je commence avec, on va y revenir au milieu de la présentation, puis on va y revenir à la toute fin. Donc, il va y avoir principalement 2 cas. Donc, la première, c'est Mme H. C'est une dame de 55 ans, mariée, un fils. Elle est sous invalidité d'une position administrative là, avec l'université.
Là, j'ai ma présentation aussi à côté. Donc, si je regarde à côté, c'est juste parce que je suis là aussi. Là. C'est une patiente qui vous provient d'un collègue qui vient de prendre sa retraite. Ces diagnostics qui ont déjà été mis en place sont ceux de troubles de personnalité limite, de dépression et d'anxiété. Elle avait un psychiatre dans la région de Toronto, puis il vous a demandé de prendre la médication en charge, puis ensuite lui trouver un psychiatre dans la région d'Ottawa. Il a déjà eu multiples évaluations psychiatriques, des hospitalisations, des visites à l'urgence. Personne qui est disponible là, pour faire de la thérapie long terme pour cette dame-là. Elle a eu 33 visites au bureau en 2012, qui se rajoutent à ça des visites à l'urgence puis des hospitalisations. Quand elle vient dans votre bureau, souvent, des fois, elle se présente en pleurs, elle est déjà bouleversée dans la salle d'attente avant de vous voir, elle a une lettre, là, vous avez déjà reçu à un moment donné une lettre provenant de la patiente qui indiquait qu'elle procéderait à un suicide à une certaine journée déterminée. C'est une dame qui va souvent appeler, va annuler ses rendez-vous suite à des crises situationnelles. Elle est connue aussi pour faire de l'automutilation, donc des coupures, des brûlures, des infections, plaies qui sont inexpliquées. Quand vous regardez sa liste de médicaments, elle est sur Effexor, 150, l'oxazepam 15 mg 5 fois par jour, du Topamax 375, du Citralex 20, du Trazodone 200 et de l'Imovan 7,5. Donc ça, c'est sa liste psychiatrique. Puis elle a en plus de ça 11 médicaments là, pour des conditions physiques diverses, l'asthme, du GERD, du restless legs, puis une possibilité de convulsion. On a déjà tenté de sévrer les benzos, mais ça a été sans succès. Moi, quand je vois ça, je pense psychiatre. Il faut qu'on trouve un psychiatre pour cette patiente-là. Je pense qu'on est rendu là. Mais l'autre chose, c'est que je ne pense pas que c'est des cas qui sont inconnus. Je pense que c'est des cas qu'on voit tous un peu dans notre clinique. On les lit, on se sent déjà un peu épuisé, un peu découragé, puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va possiblement pouvoir faire là, pour cette dame-là quand on remarque que me semble que tout a déjà été fait. Là. Donc, je pense que c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. On va y revenir à ce cas-là. Mon deuxième cas, c'est Marie. Vraiment un cas un peu plus typique, là, femme de 24 ans qui a récemment abandonné l'université. Elle a des antécédents de 2 tentatives suicidaires. La première par overdose qui a résulté en une longue hospitalisation, puis le fait qu'elle arrête l'école secondaire. Sa deuxième tentative, c'est une tentative de pendaison pendant qu'elle était intoxiquée, pas longtemps après avoir quitté l'école. Les 2 tentatives sont survenues suite à un conflit avec son conjoint. La première parce qu'elle croyait qu'il était fâché contre elle, puis la deuxième quand lui a mis fin à la relation. À l'hôpital, pendant une hospitalisation, elle fut diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite, dépression, anxiété sociale, des troubles de substances liés au cannabis. Elle a été prescrite un antidépresseur et du Seroquel à faible dose, mais elle a cessé sa médication au congé. Elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée par la médication parce qu'il ne fonctionne pas. Lorsqu'elle est vue à votre bureau, elle vous semble très déprimée. Elle ne croit pas que vous allez l'aider, puis elle s'est seulement présentée au bureau là, parce que ses parents insistaient. Donc ça, c'est nos 2 cas. On va vraiment y revenir là, au cours de la présentation. Donc, ce qu'on va voir là, dans les prochaines diapos, c'est vraiment certaines stratégies pour gérer un trouble de personnalité. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans un bureau de médecin de famille. Donc, le premier, puis je pense que c'est vraiment celui que pour moi a le plus d'importance, c'est de poser un diagnostic. Donc, de le poser puis de faire ensuite la psychoéducation avec le patient. Souvent, je pense qu'on tente de contourner le diagnostic. On va dire, ah oui, vous souffrez un peu de dépression, un peu d'anxiété. On essaie d'éviter le tag, si on veut, de trouble de personnalité limite. Mais en fait, c'est extrêmement important de partager le diagnostic avec nos patients, puis des fois même de le poser avec eux. Donc, on va voir ça. On veut faire de la psychoéducation. On veut tenter de faire, je pense qu'il va vous aider d'un point de vue médico-légal aussi de faire une gestion de crise. On va regarder les approches thérapeutiques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au bureau. On va tenter d'impliquer la famille, puis on va regarder aux options pharmaco. Donc, ça, on va regarder ça un à un, là, ces options-là. Le premier, faire un diagnostic. Donc, on veut soupçonner un trouble de personnalité limite
quand notre patient ou notre patiente présente ou a des interactions interpersonnelles qui sont difficiles, donc des conflits qui sont fréquents avec les gens qui les entourent de près, suite à des conflits, bien, il peut y avoir des réactions intenses, dont la colère. S'il y a de l'automutilation répétitive ou des idées suicidaires à répétition qui semblent fluctuer, ils viennent et partent. Puis s'il y a une fragilité à l'abandon, donc la peur de l'abandon. Si on voit ces patrons-là de façon récurrente chez nos patients, bien, on veut suspecter là, un trouble de personnalité limite. Ce qu'on peut faire, donc on veut justement faire un diagnostic en collaboration, on veut la participation de notre patient à dire, OK, est-ce que tu penses que ça ferait du sens? Puis on peut, c'est en discutant avec eux, en présentant les symptômes, que souvent, les patients vont dire, ben, en fait, oui, ça semble vraiment répondre à mes besoins ou en fait à ce que je présente puis à mes difficultés. Vous pouvez utiliser en clinique l'instrument de McLean, qui est un instrument de dépistage pour le trouble de personnalité limite. C'est 10 questions, oui ou non, que vous pouvez donner à votre patient, puis c'est à eux de le remplir. Techniquement, avec ça, si on a 7 oui ou plus, bien, ça a une grande indication là, que probablement que le patient souffre d'un trouble de personnalité limite. La sensibilité est d'environ 81 %, puis la spécificité est d'environ de 85 %. Puis en fait, elle s'améliore plus le patient est jeune. Donc, si on a un patient de 25 ans et moins, bien là, on parle d'une sensibilité de 90 % et d'une spécificité de 93 %. Donc, quand même assez bien. Puis ça nous... Je pense que le DSM, c'est quand même un bon livre pour s'y référer, mais je trouve que ça, c'est plus court, c'est plus straightforward, c'est moins compliqué pour le patient et pour les cliniciens. Donc, facile à remplir, 7 ou plus, quand même très subjectif d'un trouble de personnalité. En termes de psychoéducation, quelle information est-ce qu'on veut donner à notre patient qui va être super important? Bien, c'est quoi un trouble de personnalité limite? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les étiologies? On va en parler. L'impact que le trouble de personnalité limite peut avoir sur les relations puis sur le fonctionnement. Puis ensuite, le pronostic. On les regarde un à un. Donc, je vous disais DSM-5. Le DSM-5, le premier critère, c'est vraiment une instabilité au niveau des relations interpersonnelles, au niveau de l'image de soi et des affects. Puis ensuite, avec une impulsivité marquée. Le DSM a 9 critères que vous pourrez aller voir. Il en faut 5 sur 9. On entend souvent dire qu'il y a 200 différentes façons de se présenter avec un trouble de personnalité limite. C'est parce qu'il y a plusieurs variations et c'est vrai. On pourrait même décrire un certain spectrum au niveau de la personnalité. Mais ils peuvent se présenter très différents l'un de l'autre. Mais ce qui persiste surtout, c'est vraiment l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce qui va arriver chez ces gens-là, c'est qu'il va y avoir une situation quelconque qui va arriver, un stresseur, leur réponse émotionnelle va être très sensible. Donc, chez une personne qui est capable de bien gérer ses émotions, bien, l'intensité, l'émotion peut être là, mais pas aussi intensément. Donc, puis la réponse est beaucoup plus rapide. Donc, une personne très sensible qui réagit fortement, puis qui restent dans cette intensité-là pendant une période très prolongée. Puis là, ils pensent qu'ils vont rester dans cet état-là émotionnel pendant très longtemps, mais avec le temps, ils remarquent que ça redescend. Mais habituellement, c'est ça. Donc, crise situationnelle ou une crise quelconque, ils réagissent très rapidement, très fortement, de façon un peu exagérée. Ils persistent là-dedans pendant un certain temps pour ensuite se calmer. Puis l'hypersensibilité interpersonnelle, bien, ça rentre là-dedans. Là, c'est surtout lors d'événements de conflit avec les gens. Donc, soit souvent des sentiments là, de solitude ou d'ambiguïté, où est-ce qu'ils ne savent pas trop là, où est-ce qu'ils se situent dans la relation. J'aime bien cette diapo-là. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée en français. Ils appellent ça les interpersonal coherence. C'est un peu le cycle dans lequel les gens qui souffrent de troubles de personnalité limite vont se retrouver à l'intérieur.
J'essaie de voir les commentaires, là. OK. Donc, habituellement, quand le patient est stable, on dit qu'il est connecté. C'est souvent quand ils vont rencontrer quelqu'un de nouveau, quand ils rencontrent un nouveau médecin, puis ils se sentent plus positifs, ils vont commencer à idéaliser l'autre personne. On voit ça dans le splitting ou dans le black and white un peu, là, où est-ce que là, tout est beau au début. Ils vont peut-être devenir un peu dépendants, mais c'est dans cette période-là qu'ils sont aussi le plus sensibles pour les sentiments de rejet. Suite à ça, donc ça, c'est une période connectée. Suite à ça, il peut y avoir un stress interpersonnel, soit qu'il y a de l'hostilité qui est perçue, un sentiment de séparation, soit qu'une critique qui a été faite, ou est-ce que là, la relation est menacée. Ils vont commencer ils peuvent commencer à faire de l'automutilation, à avoir de l'anxiété, à avoir de la colère. Ils vont commencer à aller chercher de l'aide un peu partout. Puis leur estime de soi peut être touchée. Là, la relation devient plus fragile. Souvent, l'autre personne, ben oui, elle se détache tranquillement jusqu'à un fait où est-ce que l'autre personne quitte. Là, après ça, le patient, ben, a plus un sentiment de se sentir seul. Il y a une dissociation. Il peut y avoir plus de paranoïa à ce moment-là. Puis rendu là, ils ne voudront plus d'aide, ils vont commencer à rejeter tout le monde autour d'eux, puis là, ils vont commencer à dire « Ah, ben, il n'y a plus personne qui veut m'aider, je ne vaux rien, je ne sais pas pourquoi je suis là. » Les pensées suicidaires vont venir en place. Parfois, dans cette période-là aussi, les patients peuvent présenter ce qu'on appelle des pseudo-hallucinations. Qui est vraiment typique du trouble de personnalité limite, où est-ce qu'ils mentionnent entendre des voix. Habituellement, quand on parle d'un trouble de personnalité limite avec hallucination ou auditive, c'est une voix, c'est leur propre voix, ou des fois, ça peut être la voix de leur mère ou de leur père, ou quelqu'un qui les a souvent critiqués, ou avec qui la relation est très tendue, qui vont entendre leur dire des choses négatives envers elles-mêmes. Donc ça, c'est très typique des hallucinations auditives du trouble de personnalité limite. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont psychotiques. C'est très différent des hallucinations auditives qu'on va entendre ou qu'on va voir chez les personnes souffrant de schizophrénie ou de psychose brève suite à une consommation, ou est-ce que là, c'est surtout dans la schizophrénie des voix qui se parlent entre elles, pas nécessairement aux patients, mais qui peuvent aussi avoir des natures de commandes de plus. Donc, rendus là, bien, souvent, ils vont être hospitalisés. On va tenter de leur offrir du support, d'augmenter un peu les ressources autour d'eux, leur implication, jusqu'à un point où est-ce qu'ils vont se ressentir, encore une fois, connectés. Est-ce que ça va pour l'instant? Trouves-tu qu'il y a de l'ouverture de la part des patients pour considérer ça? Donc, Stéphane Delaplante, qui est un bon collègue à moi, là, il me demande justement si, je ne sais pas, j'imagine que vous avez tous accès là, au chat. Donc, il demande, est-ce que tu trouves qu'il y a une ouverture de la part des patients pour considérer le diagnostic? Je vais vous dire absolument. Si ça leur est bien présenté, puis si, encore une fois, qu'il y a une collaboration à faire le diagnostic. Des fois, moi, je vais juste les approcher puis je vais leur dire, écoutez, quand vous me parlez, vous me dites que ben, vous avez de la difficulté avec vos relations, que vous sentez des fois un sentiment de rejet, vous vous sentez seul, vous avez une perte d'identité. Pour moi, ça rentre vraiment dans un trouble de personnalité limite. Je leur demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Qu'est-ce que vous avez entendu parler? Parce que souvent, il y a beaucoup de stigma, malheureusement, puis la majorité du temps, ils ont une idée fausse de ce qu'est un trouble de personnalité. Donc, je pense que c'est important à ce moment-là de faire de la psychoéducation en même temps. Puis là, on voit vraiment la plus grande ouverture. Je vais dire, l'un des plus grands diagnostics qui est posé de façon erronée pour un trouble de personnalité limite, c'est probablement la maladie bipolaire, soit de type 1 ou de type 2. Moi, je vais vous dire honnêtement, puis ça, c'est moi, la minute que je vois un diagnostic de trouble de maladie bipolaire type 2, en arrière de ma tête, je me dis, OK, je veux considérer un trouble de personnalité. La grosse différence entre les deux, puis la distinction qu'on doit faire, c'est qu'avec les troubles de personnalité, c'est pas des épisodes, c'est au jour le jour, c'est leur fonctionnement quotidien qui est altéré puis qui est à risque d'avoir des fluctuations.
Les fluctuations sont souvent rapides. Les patients vont nous dire à l'intérieur d'une journée, je peux commencer ma journée, j'ai une bonne journée, je suis de bonne humeur. Puis tout d'un coup, ils ont vu quelque chose, ils ont entendu un petit quelque chose qui les fait réagir. Puis tout d'un coup, leur humeur chute, ils deviennent anxieux, ils deviennent déprimés, ils deviennent suicidaires. Puis à l'intérieur d'une demi-heure, 45 minutes, bien, ils peuvent être distraits, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis leur humeur revient. Donc, c'est des fluctuations qui peuvent être extrêmement rapidement. Ça n'a pas besoin d'être à l'intérieur d'une journée, mais à l'intérieur de quelques journées. Tandis que la maladie bipolaire, on voit vraiment ça comme des épisodes. Il n'y a pas toujours un stresseur qui va amener un épisode de manie ou de dépression. Puis habituellement, quand nos patients sont dans un épisode de dépression, ils restent dans l'épisode de dépression pendant des semaines et des mois sans fluctuation. Ou le contraire, ils restent dans leur période de manie pendant plusieurs jours, ou est-ce qu'il y a vraiment un dysfonctionnement lors de ces épisodes-là. À l'intérieur d'épisodes, ils fonctionnent normalement, ils peuvent avoir des stresseurs qu'ils sont capables de gérer, versus le trouble de personnalité limite, que c'est une difficulté chronique. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions en date, je vois des têtes qui me disent oui. Oui, merci beaucoup. Merci, Stéphane. Ensuite, donc, quand on parle, je pense qu'il y a une préconception, en fait, que le trouble de personnalité limite est purement une condition qui vient de notre environnement. C'est vrai que c'était vraiment ça qui était considéré avant. Ça a énormément beaucoup changé avec les études maintenant. Donc, on parle qu'il y a maintenant une composante génétique, une héritabilité de 55 quand même, qui est quand même assez élevée. C'est plus que l'héritabilité qu'on voit avec la dépression majeure, en fait. C'est moins que la schizophrénie, par contre. Mais on ne veut quand même pas oublier le facteur de l'environnement, où est-ce que, oui, s'il y a de l'abus sexuel, ou si on appelle les adverse childhood experience, s'il y a de la négligence ou de l'abus verbal ou quoi que ce soit, bien, ça peut jouer avec la génétique puis augmenter le risque. En fait, il y a des études qui ont été faites au niveau de jumeaux où est-ce qu'il y avait comparé, en fait, au niveau des enfants, il avait pris 500 enfants qui avaient souffert d'abus sexuels et physiques ou de négligence. Puis, ils ont comparé avec 396 enfants qui n'avaient pas d'antécédents d'abus. Puis, on a vu que le groupe qui avait des antécédents d'abus avait certainement une prédisposition à avoir un trouble de personnalité limite. Donc, oui, ça a un impact. Par contre, quand on a fait justement des études au niveau des jumeaux, on a pris des jumeaux monozygotiques qui avaient des expériences différentes au niveau de l'abus. Donc, des jumeaux identiques, un avec de l'abus, l'autre avec pas d'abus. Puis, on remarquait en fait que la prédisposition à avoir un trouble de personnalité ne différait pas. Donc, même si l'un avait vu de l'abus puis l'autre n'en avait pas eu, il y avait le même risque d'avoir un trouble de personnalité limite en bout de compte. Puis versus des études faites avec des jumeaux non identiques, qui eux aussi étaient discordants, si on veut, dans les abus, bien eux, ça pouvait grandement différer, en fait. Donc, c'est là l'importance de voir qu'il y a quand même une bonne composante génétique, mais que l'environnement peut quand même jouer un rôle. Donc, souvent, ce qu'on peut dire à nos patients, c'est que tout simplement, bien, ceci veut dire que vous êtes né avec une prédisposition pour le trouble de personnalité limite. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes hypersensible, faisant en sorte qu'il est difficile pour les autres de répondre à vos besoins de façon efficace. Donc, des fois, ça peut être aussi simple que ça de comment leur décrire là, les difficultés. Ça, c'est juste un autre diapo pour dire là, à quel point toutes les théories, en fait, psychodynamiques, là, les grands chercheurs au niveau des troubles de personnalité limite, que ce soit Gunderson, Bateman ou Fonagy, eux, ils mettent toute l'emphase là, sur le rôle de l'environnement sur la genèse du trouble de personnalité limite. Les deux jouent l'un avec l'autre, mais quand même une grande composante là, génétique. L'impact. En fait, un trouble de personnalité limite peut quand même réduire la qualité de vie
plus que tout autre problème de santé mentale, santé physique ou facteur démographique ou social. Donc, c'est quand même assez important. Ça augmente le risque de comorbidité physique ou mentale et les rend alors plus difficiles à traiter. Ils ont plus de chances d'être célibataires, sans emploi. Ça peut réduire leur espérance de vie d'environ 15 à 20 ans. Puis en fait, le risque de suicide complété là, est d'environ 10 %. Donc, on dit qu'une personne sur 10 souffrant de troubles de personnalité limite va avoir plusieurs tentatives suicidaires, mais va finalement mourir malheureusement par suicide. Donc, c'est quand même assez un impact assez sévère. Ce qui est positif quand même, c'est que les troubles de personnalité limite, c'est un apprentissage au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui n'a pas été fait durant leur enfance, soit parce que leurs parents n'étaient pas capables, soit parce que leurs parents étaient eux-mêmes malades, soit parce qu'il y a juste eu un manque à quelque part, ou est-ce que, oui, on peut apprendre les mathématiques, le français, tout ça en classe, mais l'apprentissage émotionnel, ça ne se fait pas en cours, ça se fait à la maison. Puis si on n'a pas cette capacité-là, puis on est déjà hypersensible, bien, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, à force de grandir, on se met dans des situations avec les autres, on apprend de nos erreurs, puis il y a un apprentissage qui se fait naturellement. Donc, cette diapo-là montre juste qu'avec les années, quand même, la majorité des troubles de personnalité limite, bien, le nombre de critères diminue, puis il y a quand même un haut pourcentage de rémission sans traitement. Mais ça se fait sur des années et sur des années. Puis le but du traitement des troubles de personnalité limite et de la thérapie, c'est de rendre ce processus-là plus court, de faire l'apprentissage plus rapidement pour augmenter nos chances de rémission plus rapidement pour qu'ils puissent justement être plus fonctionnels. Donc, traitement. Qu'est-ce qu'on veut souvent? Bien, je pense qu'on le sait tous, là, c'est la psychothérapie puis le counseling est vraiment au centre du traitement. Le but de la thérapie, comme je disais, c'est d'augmenter la rapidité à laquelle certaines habiletés sont apprises. Donc, on veut les aider à se comprendre au lieu de se juger, tolérer la détresse émotionnelle. On veut tenter de les aider à réguler leurs émotions, puis les aider avec la résolution de problèmes interpersonnels. Moi, ce que je trouve qui est bien pour moi, puis ce qui m'aide à traiter ces gens-là, c'est d'avoir en tête que, c'est pas de leur faute. Puis eux aussi, de savoir que c'est pas leur faute, bien, ça les engage davantage. Mais de comprendre un peu leur historique, d'où ça vient, de décortiquer ça un peu, de leur présenter pour que eux, ça fasse du sens pour eux et pour nous, pour qu'ensuite on puisse travailler ensemble vers le traitement. Ça me permet de, moi, avoir moins de contre-transferts. Puis quand ils sont en crise, bien, je me permets de me l'expliquer moi-même pour ensuite tenter de les aider à gérer. Versus si je ne comprends pas ou si je n'ai pas pris le temps de connaître mon patient, bien oui, je peux me désengager beaucoup plus rapidement puis m'épuiser, en fait. Ce qui est difficile aussi, c'est que des fois, on voudrait qu'ils apprennent rapidement, mais la façon qu'ils gèrent leurs émotions, c'est souvent des circuits au niveau de leur cerveau qui est bien engrainé. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des nouveaux circuits, des nouvelles façons de s'adapter. Puis ça prend du temps. Puis aussi longtemps qu'ils n'ont pas appris une nouvelle façon de gérer, bien, ils vont toujours gérer de leur vieille façon. Donc, c'est ça que ça dit en dernier. Là. Sans les nouvelles habiletés, bien, ils n'ont pas d'autre choix que de réagir comme ils savent comment le faire, même si ça ne fonctionne pas pour personne. Donc, ils retournent souvent là-dedans, puis ça prend beaucoup de pratique. Est-ce que ça doit être du DBT? Donc, on dit souvent que le DBT, c'est une thérapie, donc c'est le Dialectical Behavioral Therapy, c'est celle qui a été mise en place spécifiquement pour les troubles de personnalité limite, qui a été en fait fait par Marsha Linehan, qui est en fait une dame qui elle-même souffrait d'un trouble de personnalité limite. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, toute forme de counseling a été démontrée efficace. Donc, ça n'a pas besoin d'être du DBT. On a de la misère. Nous, on a de la misère. Vous avez de la misère à trouver ces ressources-là en communauté ou même dans vos bureaux. Donc, rassurez-vous que ça n'a pas besoin d'être du DBT. On doit tenter de continuer l'approche thérapeutique aussi longtemps que ce soit efficace.
Souvent, le DBT, c'est des programmes qui sont donnés pour 12 semaines ou pour un certain moment donné. Mais si on remarque que notre patient continue de bénéficier de la thérapie, ben on est mieux de le continuer que de le cesser. C'est un travail d'équipe. Aussi longtemps que les intervenants démontrent une bonne communication entre eux, ça va diminuer votre épuisement. Puis oui, ça comprend une certaine composante de médication, de thérapie individuelle, de thérapie de groupe. Docteur Lévesque, oui. Désolée de vous interrompre, il y a une question au sujet de DBT. Est-ce que vous le Oui. voyez de Docteur Gagnon? Oui, donc DBT, il y a pas vraiment, il y a une forme francophone, mais je le dis malheureusement jamais. Du DBT, c'est du Dialectical Behavioral Therapy. Donc, c'est vraiment, donc, on connaît bien le CBT, qui est le Cognitive Behavioral Therapy. Le DBT, c'est une autre forme où est-ce qu'il intègre vraiment des composantes de gérance d'émotions, de mindfulness, souvent ou parfois de mentalisation. Donc, c'est une forme de thérapie qui a été justement faite spécifiquement pour les troubles de personnalité limite. J'espère que je réponds un peu à la question. Je n'entre pas nécessairement dans les techniques en tant que telles, parce que ce n'est pas le but de la présentation. Là, je pourrais juste faire une présentation sur le DBT, mais c'est ça que ça veut dire, le Dialectical Behavioral Therapy. Puis finalement, je pense que quelque chose qui va vous aider, qui va vous donner beaucoup de support, c'est l'implication de la famille. Si eux comprennent bien, bien, ce que nous, on fait en bureau, eux peuvent continuer de faire à la maison. Donc, c'est important de les impliquer. Ici, j'ai mis un tableau de soins progressifs parce que des fois, on se demande, OK, quand est-ce que je les envoie à l'hôpital? Quand est-ce que je les réfère à un psychiatre? Donc, si on commence par le bas, le niveau 1, c'est ce qu'on veut donner à tous. Ce qu'on veut faire à tous nos troubles de personnalité limite, c'est poser un diagnostic, faire de la psychoéducation, puis offrir soit du counseling, des groupes de support, des manuels de formation, des sites Internet. Je vais vous en mettre une couple au courant. Exactement. Je réponds encore à M. Gagnon, là. C'est exactement ça, la thérapie comportementale dialectique en français. Donc oui, donc j'en ai mis au cours, durant la présentation, des liens que je n'irai pas voir avec vous. Je vais vous suggérer d'aller les voir. C'est vraiment des bons sites où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations pour les patients, pour la famille, pour les professionnels. Il y en a un que je vais vous présenter prochainement, là, où est-ce qu'il y a en fait un document PDF de 12 pages avec plein d'informations pour le patient que vous pouvez prendre ça, passer à travers si vous voulez avec votre patient, justement pour faire de la psychoéducation, pour dire, écoutez, moi, je suspecte ça. Pars aujourd'hui, lis le document. Si ça te parle, si ça ne te parle pas, la prochaine fois, on s'en reparlera et on verra ce que tu en penses. Donc là, c'est encore là l'idée de collaboration avec le patient. Niveau 2, quand c'est des cas faibles ou modérés de troubles de personnalité, bien là, on veut du counseling, peut-être une psychothérapie un peu plus ciblée, donc le CBT, le DBT, si on a quelque chose, si on a un groupe qui s'offre à nous, ça peut être utile. Niveau 3, là, on parle de plus une psychothérapie DBT structurée. Là, on parle de consultation psychiatrique à ce moment-là. Puis peut-être des programmes de jour, là, des hôpitaux de jour qui peuvent être utiles. Puis ensuite, le cas sévère, ben, on parle d'hospitalisation, gestion de cas intensifs, puis des équipes cliniques spécialisées. Donc, c'est un peu l'hiérarchie qu'on va aller chercher chez nos patients, puis le type de support qu'on va pouvoir leur offrir. Donc, tantôt, je vous disais les bénéfices de divulguer le diagnostic. Ben, ça va diminuer le sentiment d'unicité ou d'aliénation. Moi, je trouve qu'une fois qu'on leur divulgue le diagnostic, ben, je suis plus capable de travailler leurs attentes envers eux-mêmes et envers moi-même, de ce qu'ils s'attendent de moi, comment je peux leur aider. Je trouve que c'est un peu plus réaliste. Ils vont savoir un peu plus vers où ils s'en allent, pourquoi je suggère certains traitements, pourquoi la médication, des fois, ça n'a pas toujours sa place. Souvent, moi, ce que je vais leur dire, c'est que je vais leur dire, comparativement à la maladie bipolaire ou la schizophrénie, on voit qu'il y a vraiment des changements au niveau des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Puis la job de nos médicaments, c'est de régulariser ces neurotransmetteurs-là. Malheureusement, on ne voit pas ça dans nos troubles de personnalité limite.
Donc, l'efficacité de nos médicaments, à moins qu'il y ait des comorbidités, et c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement efficace. Puis c'est pour ça qu'ils en ont essayé 5 ou 6 puis qu'il n'y a rien qui fonctionne. Parce que ce n'est pas un débalancement de neurotransmetteurs qu'ils ont, mais plutôt un apprentissage qui ne s'est pas fait au courant de leur vie puis qu'on doit faire en psychothérapie. Donc, pour eux, de savoir ça, on est capable de mieux expliquer ensuite pourquoi on le fait, puis eux ont des meilleures attentes. Moi, je trouve vraiment que ça m'aide énormément. Puis avec ça, ça augmente notre alliance. Ça médicalise un peu leur expérience. Ils peuvent prendre le rôle du malade, le sick role qu'on parle souvent, sans se blâmer, sans se critiquer, sans penser que c'est de leur faute ou que c'est eux qui font quelque chose de mal. Ça leur permet de dire, OK, j'ai peut-être pas le contrôle sur ça, mais je peux prendre le contrôle sur ce qui est à venir. Ça, c'est important. Puis souvent, parce qu'on leur parle et qu'on dit, OK, est-ce que tu trouves que ça fait-tu du sens? Ils vont dire oui, on a l'impression qu'on est plus compétent. Ça diminue le blâme du parent aussi, ça va augmenter la collaboration du parent si on peut faire cette psychoéducation-là avec eux aussi. Puis ça nous prépare justement pour l'hypersensibilité, puis comme je vous disais tantôt, de mieux contrôler notre propre contre-transfert. Est-ce que tout le monde, quand je parle de contre-transfert, est-ce que vous savez pas mal ce que je veux dire par ça? Donc, on a le transfert et le contre-transfert. Le transfert, c'est vraiment ce que le patient ressent envers nous. Puis le contre-transfert, c'est les émotions ou comment le patient nous fait sentir là, quand il nous présente ces différentes plaintes. Donc, on veut que ce contre-transfert-là soit le plus neutre ou le plus positif possible pour ne pas rentrer dans la négativité, en fait, puis l'épuisement. Ça, c'est le site web que je vous disais. Donc, si vous voulez aller voir, je trouve qu'il est vraiment, vraiment excellent pour donner la psychoéducation pour les patients, pour la famille, pour les professionnels de la santé. Puis c'est justement là qu'il y a un PDF là, de 12 pages. C'est 12 pages, oui, mais je pense que ça se lit quand même très, très bien, qu'on peut soit donner à la famille ou soit donner à nos patients eux-mêmes. Encore une fois, vous allez recevoir les diapos, là, donc vous allez pouvoir les regarder. Mais sinon, j'essaie de vous donner un petit peu de temps pour l'écrire, mais vous allez recevoir tout ça. En termes de psychoéducation, il y a une étude qui a été faite là, auprès de 30 patients où est-ce que 30 avaient un atelier psychoéducatif, puis 20 autres patients étaient sur une liste d'attente. La psychoéducation, juste ça, juste de leur pouvoir parler du diagnostic. Je réponds à la question. Là, la psychoéducation, ça va diminuer l'impulsivité puis les relations instables sur au moins une période de 12 semaines. Donc, si on veut quelque chose là, qui va agir tout de suite, qui va nous permettre de nous donner un peu de temps pour tenter de retrouver des ressources, mais c'est une bonne façon de le faire. Là. Ça nous donne quand même une 12 semaines là, quand même qui les aide énormément. Donc, c'est une forme utile et rentable de traitement. On me demande, est-ce que le document pour le patient est en français? Je ne pense pas, malheureusement. Je pense qu'il est juste en anglais. Mais je pense, si vous le prenez, puis je ne sais pas si on peut même le mettre dans Google Translate, là, je pense qu'on peut l'avoir en français. Mais je pense que sur le site en tant que tel, je pense qu'il est juste en anglais, malheureusement. Gestion de crise, ce que je vous ai mis là, c'est encore là, je vais vous dire d'aller le voir parce que sinon on va manquer un peu de temps. C'est une vidéo de Gunderson, justement, qui est un pilier là, des troubles de personnalité limite, avec une patiente. C'est une fausse patiente, mais qui fait un peu une gestion de crise avec elle là, en entrevue. Donc, si vous voulez voir un peu ses techniques à lui, mais vous pouvez aller voir, c'est une vidéo qui date quand même de quelques années, là, mais qui demeure pertinent. Gestion de crise, donc on parle souvent de crisis plan ou de safety plan, puis ça, je pense que c'est important à faire. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être fait avec vous au bureau, mais si vous avez un thérapeute proche ou chez nous à l'hôpital, c'est le fun, on a nos ergothérapeutes qui les font de façon constante, on a des infirmières qui les font régulièrement. Mais en bureau, si vous avez une infirmière qui se sent confortable, je pense que c'est important de le faire. C'est très, très bon d'avoir au dossier
d'un point de vue médico-légal, mais ça l'aide aussi énormément de patients. Donc, on en fait un, on garde une copie au dossier, puis on donne une copie au patient. Ce qu'on veut écrire là-dessus, c'est qu'on veut regarder avec le patient, OK, c'est quoi les signes précurseurs qui vont faire en sorte que tu remarques que tu as plus de difficultés à gérer. Donc, si tu ressens des serrements de la poitrine, si c'est des fourmillements sous la peau, si je commence à respirer plus rapide. Donc, de remarquer ces signes précurseurs-là que, ça commence à monter. C'est quoi les situations qui peuvent te causer de la détresse? Bien, j'ai eu un conflit avec ma mère ou si je m'isole trop longtemps, si je consomme. De regarder des distractions ou des techniques. Est-ce qu'il y a une question? J'entends quelqu'un tousser, là, mais non. OK. Donc, des techniques d'auto-apaisement. Donc, on a souvent mentionné soit prendre un élastique, puis au lieu de s'automutiler, de snapper un peu l'élastique sur la main, de prendre de la glace dans les mains, d'écouter de la musique forte, d'aller prendre une marche. Ensuite, sur le côté droit, là, c'est vraiment nos ressources. Donc, qui est-ce qu'on peut écrire? C'est qui les gens à qui je peux parler pour du sport? C'est qui les gens qui peuvent me distraire? C'est qui les gens que je dois éviter, en fait, dans ces circonstances-là? Puis, au niveau professionnel, qui je peux appeler? Est-ce que j'ai mon thérapeute? Est-ce que j'ai la ligne de crise? J'ai le 911? Si c'est une journée de semaine, est-ce que je peux appeler mon psychiatre pour voir s'il peut me voir un peu plus rapidement, tout dépendant là, des situations? Encore une fois, il y a un lien là, si vous voulez lire un peu plus sur le crisis plan ou le safety plan. Mais ça, comme je dis, super important là, au niveau médico-légal. Si vous en faites, ça peut vous protéger énormément. Des questions jusqu'à date. Est-ce que je vais trop vite, trop lentement? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Et n'ayez pas peur de m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Au niveau de la famille, donc, je pense que c'est important de leur dire que la maladie mentale, c'est un problème à l'intérieur de la personne, ce n'est pas un symptôme d'une famille dysfonctionnelle. Le support familial est nécessaire pour le traitement. Puis on veut donner de la psychoéducation envers la compréhension de la thérapie, pourquoi on fait ça, du prognostic puis de l'évolution de la maladie. Ça peut, justement, la psychoéducation, diminuer la critique du parent envers l'enfant ou probablement la personne adulte à ce moment-là, puis diminuer la colère qui peut causer du tort chez le patient. Souvent, la famille ne reconnaît pas les conséquences de la maladie, dont l'isolement, puis un peu de social, mais aussi de la famille. On parle de mauvais parents, là, mais souvent, c'est que c'est pas des mauvais parents, ils sont soit mal informés ou malades, mais ils ne sont pas malveillants, en fait. Les familles sont en détresse dans ces contextes-là. Ils ne savent pas quoi faire. Ils veulent aider la personne qu'ils aiment, mais ils ne savent pas comment. Donc, de leur donner des nouvelles stratégies là, de gestion peuvent réduire leur fardeau puis les rendre plus disponibles pour aider le client. Médication. Donc, les guidelines nationales, c'est de ne pas prescrire de médicaments spécifiquement pour un trouble de personnalité limite. Au niveau du Cochrane, les autres disent que ça peut jouer un rôle, mais c'est peu probable de changer les caractéristiques. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la médication, ça va aider le superficiel, ça va aider peut-être certains symptômes de dépression, certains symptômes d'anxiété, peut-être un peu l'impulsivité, mais the core issue, lui, reste le même. Donc, la médication pour moi, peut jouer un rôle pour calmer un peu l'état du client, les permettre de mieux ensuite participer avec la thérapie, le counseling, pour être plus cognitivement présent et pas être trop pogné dans leur tête. Donc, j'explique souvent ça de cette façon-là, que c'est un traitement superficiel, mais que le problème à la base, le traitement doit venir d'une thérapie. Ce qui arrive en clinique, par contre, c'est souvent, on veut les aider à l'instant, on ne sait pas toujours quoi faire, donc souvent la médication est prescrite. Donc, question? Non?
Si la détresse est sévère, ce qu'on va dire, si le patient ne veut pas de traitement, ne veut pas de médication, bien, on veut l'encourager, mais on ne veut pas pousser le patient. Si il a pris des médicaments puis qu'il n'y a pas de réponse aux médicaments, bien, au lieu d'en rajouter, comme qu'on a vu dans notre cas de Mme H là, du début, qui avait une belle liste de médicaments, bien, on ne veut pas nécessairement en rajouter. On veut les sevrer puis ensuite débuter un nouveau médicament qui va peut-être être plus efficace. Si la détresse, elle est non sévère, bien, on veut garder une ouverture envers la médication, mais on veut rester prudent. Donc, on travaille encore une fois en collaboration avec le patient, puis c'est ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Je vais juste m'assurer que je ne suis pas pire dans le temps. OK. Stabilisateur de l'humeur, ben, il n'y en a aucun qui est recommandé. De l'amitriptyline, il y a eu une grande étude en 2018 qui a été bien faite, qui a démontré aucun bénéfice versus le placebo après 52 semaines. Donc, il n'y en a vraiment aucun qui est recommandé au niveau des stabilisateurs d'humeur. Moi, je vous dirais ceux que j'utilise le plus, c'est les antipsychotiques atypiques. Ce que je remarque, c'est qu'on peut quand même remarquer de l'amélioration au niveau de la colère, mais surtout de l'impulsivité. Comme je vous expliquais tantôt, là, ils réagissent très fortement puis ça reste longtemps. Puis ce que moi, je trouve que les antipsychotiques atypiques aident, c'est que ça diminue un peu l'intensité de la réponse, puis elle semble rester un peu moins longtemps. Aussi, c'est que j'ai l'impression que ça diminue un peu les fluctuations, les hauts et les bas assez rapides à l'intérieur d'une journée. On dirait qu'ils sont un petit peu plus capables de maîtriser ça avec les antipsychotiques atypiques. Ça, c'est mon expérience à moi. Selon les études, par contre, les bénéfices tendent à s'atténuer avec le temps. Olanzapine, 5 à 10 mg, gain de poids secondaire, donc souvent on l'utilise un peu moins. Mais le Seroquel-Lexane, moi, je l'utilise assez fréquemment, en fait, très fréquemment. Je le donne toujours 2 à 3 heures avant l'heure du dodo. Donc, s'ils veulent se coucher à 10 heures, bien, je leur dis de le prendre vers 7-8 heures. Je commence habituellement à 50 mg, puis j'augmente progressivement. Puis je pense que pour un trouble de personnalité limite spécifiquement, là, moi, je n'ai pas de crainte à augmenter jusqu'à 300 environ. Mais habituellement, 150, ça semble faire la job là, pour justement, comme je disais, diminuer un peu l'impulsivité, la colère, puis l'intensité des fluctuations. Moi, je le trouve efficace. Comme je disais, l'olanzapine, ben oui, il peut avoir un gain de poids. Aussi Seroquel, mais pas tant que l'olanzapine. Puis l'olanzapine, 4 sur 5, en fait, ont démontré une augmentation du risque suicidaire versus le placebo. Donc, je dirais que lui, on le voit moins souvent, c'est surtout le Seroquel qu'on utilise. Les oméga-3, en fait, ont trouvé des bénéfices faibles à modérés pour le risque suicidaire, la dépression, l'irritabilité, l'agressivité. Je vais vous dire que même en pratique psychiatrique, il est très peu fréquemment utilisé, juste parce que je ne pense pas que c'est parce qu'il n'a pas été efficace. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le prescrire, mais il a démontré certains bénéfices. Là, je vais juste aller avec certaines comorbidités. Donc, le trouble de personnalité limite et dépression, ben, les troubles de personnalité limite, ce qui arrive, c'est qu'ils ont souvent un tempérament plus négatif. Puis en fait, ils ont des très bonnes raisons pour être déprimés. Donc, il faut valider ça. Les antidépresseurs, ils peuvent être utiles s'il y a vraiment une dépression majeure en comorbidité. Puis plus la dépression est sévère, bien, plus ils sont aptes à répondre au traitement. Les ISRS sont préférables selon certaines données. Puis les tricycliques sont à éviter principalement à cause du risque de overdose. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi on tente d'éviter ce genre cette classe de médicaments-là. Mais habituellement, on reste avec les ISRS, puis la dépression va quand même bien répondre. Trouble de personnalité et anxiété, même chose. Donc, ils ont souvent une plus grande sensibilité au stress, puis ils ont des bonnes raisons pour être anxieux. Donc, on doit valider ça avec eux. La médication est encore une fois secondaire. Ça peut aider s'il y a vraiment un trouble anxieux en comorbidité. C'est encore les ISRS qui sont priorisés. Les anxiolytiques en PRN, ils peuvent être risqués, mais on les utilise quand même. Je ne sais pas si c'est pour nous soulager ou soulager le patient, en fait, mais la plupart du temps, quand même, ils répondent assez bien à des PRN. Il faut juste faire attention à quel type de PRN on va utiliser. Puis les benzos, ben, c'est sûr qu'ils ne seront pas nécessairement recommandés
parce que c'est des gens qui ont plus de risques de dépendance, en fait, donc il faut faire attention. Ça peut créer une augmentation un risque de désinhibition. Il n'y a pas nécessairement de bénéfices à long terme non plus. Donc, c'est plus difficile, en fait, de sevrer les benzos chez les troubles de personnalité limite. Donc, on va faire particulièrement attention aux benzodiazépines. Ensuite, rapidement, s'il y a un trouble de consommation, ben, la sobriété va augmenter le prognostic. Ça, c'est pour tout diagnostic, je vous dirais. S'il y a un trouble de consommation comme morbidité, ben, ça va créer une incapacité à participer aux thérapies. En fait, ils vont juste être refusés, donc ils ne pourront pas accéder à ces thérapies-là. Puis, on doit vraiment prioriser là, le traitement de la dépendance avant le trouble de personnalité. Tantôt, je vous disais, il y a souvent confusion entre le diagnostic de trouble de personnalité limite et la maladie bipolaire, mais il peut aussi y avoir comorbidité jusqu'à 30 en fait. Puis, encore une fois, le traitement, si on offre un traitement pour le trouble de personnalité limite, ça va améliorer le pronostic. Puis, souvent, il peut y avoir des comorbidités de trauma, PTSD. S'il y a comorbidité, bien, ça augmente le risque de suicide, puis les présentations à l'urgence. Si on est capable de s'engager, bien, le traitement du trouble de personnalité, encore une fois, va améliorer les résultats, là, les résultats du traitement qui sont basés sur le trouble. Donc, habituellement, on essaie de traiter les deux. Il y a vraiment dans le cas de la consommation, là, où est-ce qu'il faut vraiment traiter la consommation en premier avant de procéder au traitement du trouble de personnalité. On a parlé de collaboration, donc on veut prioriser les inquiétudes du patient, on veut inclure le patient dans la prise de décision, on veut présenter de l'empathie aussi, expliquer pourquoi on prend certaines décisions puis pourquoi on fait certains traitements. Je pense que c'est important de justement faire une prise d'information complète avec une histoire sociale, un examen physique, des tests, l'utilisation des Monsieur Chagnon, on me demande c'est quoi le pourcentage de comorbidité avec le PTSD. Je n'ai pas le pourcentage en tant que tel, plus précisément, là, mais je vous dirais, on le voit assez fréquemment, puis encore une fois, je pense que c'est peut-être une préconception que j'ai, là, mais le PTSD, souvent, il est aussi mal diagnostiqué. Donc, il faut vraiment délimiter un peu qu'est-ce qui est un trouble anxieux, qu'est-ce qui est un PTSD, puis qu'est-ce qui est un trouble de personnalité limite. Des fois, on se confond un peu. Mais malheureusement, je n'ai pas le pourcentage de comorbidité spécifiquement. Je peux certainement le regarder pour vous, puis vous revenir. Là, je pourrais vous envoyer un courriel, soit à Géraldine ou pour que je puisse vous donner cette information-là plus précisément. Je vous ai mis un peu là, une diapo sur c'est quoi l'empathie. Là, je vois que le temps file, donc je vais juste aller, vous pourrez le lire. Là. Je veux revenir sur mes cas. Donc, notre femme, là, notre mari, qui est notre jeune dame de 24 ans, 2 tentatives, surtout après les conflits avec son conjoint, qui avait été prescrit du Seroquel, mais là, elle a dit ça ne fonctionne pas, puis elle est venue à votre bureau parce que ses parents insistaient. Donc, si on continue, Marie a fait partie de votre pratique depuis l'âge de 6 ans, donc vous la connaissez depuis très longtemps. Les parents de Marie se sont séparés lorsqu'elle avait 8 ans, mais les 2 parents ont resté impliqués puis ont resté amicales suite au divorce. La mère de Marie s'est décrite comme étant intense puis trouve que Marie est juste comme elle. Les 2 parents de Marie se présentent au bureau avec Marie parce qu'ils s'inquiètent pour elle puis veulent savoir comment elle est. Donc, on commence à comprendre un peu plus. Puis, moi, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, plus que j'en sais, plus que j'empathise. Donc, je pense que c'est là l'importance de bien connaître nos patients puis d'aller faire une histoire sociale. Versus Mme H. On a Mme H qui était notre dame de 55 ans avec un fils diagnostiqué avec un trouble de personnalité limite. Elle avait un psychiatre à Toronto, mais là, elle a déménagé à Ottawa. On lui cherche de la thérapie, on lui cherche un psychiatre, plusieurs évaluations psychiatriques, plusieurs hospitalisations, plusieurs visites à l'urgence. Elle présente des comportements difficiles, là, dont des pleurs dans la salle d'urgence, une lettre suicidaire qui vous avait été donnée. Elle annule ses rendez-vous, elle a des comportements d'automutilation. Donc, elle, en fait, elle vient d'une famille là, militaire. Son père était militaire, il avait des problèmes de consommation d'alcool, beaucoup de colère. La mère était déprimée, passait
était déprimée. Puis, Mme H était la deuxième de 3 enfants. La sœur aînée était considérée comme la préférée. Comme enfant, Mme H était très anxieuse. Sa mère lui répétait souvent qu'elle était difficile. Elle avait des difficultés à l'école. Elle a eu un abus sexuel en jeune âge là, par son grand-père. Comme adolescente, elle était intense et colérique. Puis elle dit, I wasn't a good kid. I was a bad kid. Consommation de substances. À l'école, à la maison, termine son secondaire pas longtemps après qu'elle ait rencontré son mari puis commence à travailler en administration. Elle recommence à zéro lorsqu'elle devient mère puis veut être un meilleur parent que ce qu'elle a eu. C'est ce qu'elle décrit. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les situations difficiles là, en bureau? Donc, on veut, je vois pas bien, on veut se fixer des limites, je pense que c'est super important. Les limites peuvent varier d'une personne à l'autre, d'un intervenant à l'autre. Les signes que nos limites ont été dépassées, bien, s'il y a de la colère, s'il y a de la résistance à voir les patients, si on rentre au bureau et on sait qu'on voit cette patiente-là puis qu'on n'a déjà pas hâte, bien, c'est d'un bon signe qu'il y a des limites qui ne sont pas respectées. Encore une fois, c'est vraiment unique à chacun. Donc, nous sommes responsables de communiquer nos limites avec nos patients. Si on ne les communique pas, bien, ils vont toujours être dépassés. Donc, c'est important de les fixer. Des fois, on peut, pour certains patients, étirer ces limites-là, mais il faut toujours les rappeler et un peu les ramener à l'ordre. Si on se fixe des limites, bien, ça évite l'épuisement. Souvent, on ne les reconnaît pas avant qu'elles ont été dépassées puis qu'on est épuisé. Donc, il faut garder attention là-dessus. Puis, les bris de l'alliance thérapeutique font partie du traitement. Puis les réparations de ça les renforcent, en fait. Donc, ça leur démontre qu'avec vous, qui est une relation qui n'est probablement pas émotionnellement chargée, s'ils ont une alliance thérapeutique qui est brisée puis qu'ils sont capables de travailler pour la réparer puis vous travaillez avec eux pour le faire, bien, c'est des pratiques pour la vie réelle pour eux à l'extérieur du bureau. Donc, ça fait partie du traitement d'avoir des certains conflits, mais de les réparer par la suite. Oups. OK. Donc, on veut valider la détresse de la personne puis le besoin de ce qu'il demande. On veut les laisser savoir qu'on n'est pas capable, on veut leur laisser savoir ce qu'on n'est pas capable de les procurer. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils demandent n'est pas un besoin, mais seulement que nous, comme intervenants, on n'est pas capable de leur donner à ce moment-là. On peut faire des suggestions, par contre, sur comment ils peuvent rencontrer leurs besoins d'une différente façon. Puis c'est vraiment, c'est des traitements à long terme. Donc, c'est des petites étapes pour des grands buts. On doit prendre en charge les comportements à haut risque en premier. Docteur Lévesque, il est 7h57. C'était juste Parfait. Ça. Merci, Géraldine. Si je vois... OK. Donc, des petits conseils pour des cliniques là, de médecins de famille. On veut prendre des rendez-vous avec les patients en début de journée, surtout pas les vendredis après-midi. On veut considérer peut-être prendre des rendez-vous, planifier des rendez-vous un petit peu plus longs avec ces patients-là, puis donner probablement des rendez-vous un peu plus régulièrement. Donc, environ 2 à 4 semaines. Ça, là, on parle de nos cas les plus intenses, les plus sévères. On veut tenter de contrôler notre propre respiration, puis démontrer aussi comment contrôler la respiration avec le patient. On veut faire de la psychoéducation justement avec les médecins traitants aussi. Je pense que c'est important de valider pour ensuite changer. Donc, de dire, écoute, je reconnais que c'est difficile présentement. Là, j'ai mis quelques exemples. Je dois maintenant prendre cet appel-là. On doit mettre fin à notre entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous distraire? Si vous voyez qu'il y a des comportements dans la salle d'attente, bien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous distraire pendant que vous attendez? Est-ce que peut-être lire un magazine ou prendre de l'air à l'extérieur vous aiderait? C'est important de faire là, justement des contrats comportementaux là, avec le médecin là, pour, encore une fois, respecter vos limites. Géraldine, j'ai enlevé un peu le group chat là, de mon écran. Là, donc, s'il y a des questions, tu peux juste m'aviser. Pour le moment, il n'y en a pas. Parfait. Donc, en termes de sommaire, ce que j'ai répété à plusieurs fois, je pense que c'est utile
pour les patients de poser puis de partager le diagnostic de trouble de personnalité limite pour mieux diriger le traitement. La psychoéducation va être extrêmement importante pour mieux comprendre comment la maladie se développe et son prognostic. Ça réduit la culpabilité, ça augmente la participation au traitement. Le traitement principal demeure la psychothérapie et le counseling. Il n'y a aucune médication qui est approuvée spécifiquement pour le traitement du trouble de personnalité limite. Puis, pour certains patients, oui, on peut étirer les limites partiellement, mais c'est quand même important d'y revenir puis de les fixer pour que le patient, bien, on se respecte mutuellement, en fait. Là. Donc, je sais que là, je suis tapant sur 8 heures. Je vous ai mis mes ressources, mes références. J'étais revenue rapidement sur mes cas. Je vais vous laisser les regarder une fois que vous allez les avoir parce que j'ai mis des exemples de comment les gérer. Donc, pour Mme H particulièrement, là, les comportements au bureau, les limites, tout ça, bien, je les ai mis là, ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour mieux vous respecter vous-même. Donc, on voit un peu des conversations que j'ai mis là comme exemple. Donc, je vais vous laisser lire ça. Puis, j'essaie juste de voir, là, j'avais mis quand même plusieurs exemples, donc vous pourrez regarder ça. Puis, encore une fois, j'ai remis là, les outils et les ressources qu'on regarde. Un que je voudrais vraiment vous mettiez un astérix juste pour aller voir. Je vois qu'on a des résidents aussi là, parmi les gens qui sont là. Donc, le premier, là, le Ottawa Depression Algorithm, moi, je trouve ça excellent. En fait, ça vous donne plein de ressources à Ottawa. Ça vous dit comment poser des diagnostics, où regarder, s'il y a un risque suicidaire faible, modéré, sévère, quoi faire. C'est vraiment super bien fait. Donc, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil là-dessus.